Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border Music. Je suis Tim Pike, un Englishman à Bordeaux, et pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Lilou et Paul du duo électro-pop alternative Moon Orion, dont l'EP Ignition est désormais disponible en intégralité en ligne avec la sortie ces derniers jours du titre Limbo. Nous parcourons ensemble cette première collection, découvrons comment l'une de leurs chansons est née à la suite d'un défi de vacances, comment une autre a été terminée la veille d'un concert, et apprenons pourquoi Lilou et Paul seront bien plus visibles à l'avenir. Nous discutons également de violoncelle, de piano et de métier de la traduction, entendons l'utilisation correcte de l'adjectif woodkidien et découvrons comment les paroles d'une chanson qui a changé la vie de Lilou sont tatouées derrière sa cheville. L'ordre du jour est on ne peut plus riche, mais pour commencer, Paul explique quelle est la raison d'être de Moon Orion. Proposer une sorte d'histoire un peu fantastique, un peu épique, donner aux gens l'envie de rêver de quelque chose d'un peu incroyable, très inspiré de la science-fiction, et ensuite de pouvoir y introduire des valeurs que moi j'affectionne beaucoup, qui sont d'empathie et de partage, et d'entraide, tout ça sur le fond de nos inspirations musicales. Alors, votre actualité principale est la sortie du single Limbo, le quatrième et le dernier single de votre premier EP Ignition. Que dire sur ce nouveau single ? Plus sombre que les trois premiers, plus intense, plus percussif, plus woodkidien. Oui, qu'on a cherché à faire des sons un peu plus denses. Ça va conclure la phase des 4 singles qu'on a fait pour cette EP. La conclusion va nous permettre de commencer et de continuer le travail qu'on est en train de faire actuellement de production d'un nouvel EP, d'un nouvel univers, d'un petit cosme de musique qui va venir plus tard. Et je pense qu'en même temps que ça conclut aussi cette EP un peu sur une question, sur une note interrogative, parce que Limbo, ça parle de beaucoup de questionnements qu'on se pose, du genre on est là et on aperçoit des fragments de l'avenir qui pourrait être, mais on ne sait pas exactement où ça va nous mener. On est un peu en train d'errer dans les limbes, dans le brouillard, sans trop savoir ce qui se passe et où on va. Avant Limbo, il y a eu les titres Gaia, Re-Entry en 2025, puis Wash Me Down début 2026. Comment ont été reçus ces 3 morceaux ? Par le public, ce qu'on appelle le public immédiat, Lilou et moi, c'est-à-dire les gens qui ont pu nous écouter en face à face, et les amis qui ont pu écouter soit en différé avec le streaming ou quoi, très bonne réaction. Les gens ont beaucoup aimé, ils nous ont dit qu'ils ont beaucoup apprécié, ça nous a fait beaucoup plaisir, on a eu que du retour positif quasiment. Par contre, on a juxtaposé ce ressenti alors de manière un peu faussée, parce qu'on a fait écouter la chanson à différentes personnes dans un milieu entre guillemets un peu plus pro, notamment pour des placements en playlist et tout, et la réponse a été plus mitigée, ce qu'on conçoit tout à fait, parce qu'on a cette idée et cette notion que la musique qu'on propose est un peu niche et sans vraiment l'être, donc on a trouvé ça normal que ça suscitait un engouement différent d'un point de vue et de l'autre. Je pense que la façon dont elle a été le mieux reçue, c'est quand on l'a présentée nous-mêmes plutôt que quand on l'a fait écouter en distanciel, sans que les gens puissent voir comment on l'interprétait aussi. Le tout donne l'EP Ignition. Quels sont les sentiments visés lorsqu'on se plonge dans cet EP ? Quels sont les leitmotifs, les grands thèmes qui se dégagent ? Ça, je pense que c'est surtout moi qui ai amené ça, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, mais c'est vraiment beaucoup de questionnements sur l'écologie. C'est exactement le sujet de Gaia, et un petit peu Wash Me Down aussi, qui met en parallèle plusieurs choses, tout en les faisant miroiter l'une et l'autre. On n'est pas des personnes très optimistes sur beaucoup de choses, mais on s'est dit que y a beaucoup d'inquiétudes, justement, et ce serait quand même bien de souffler un petit peu, et de faire quelque chose d'un petit peu plus léger. C'est là que Re-Entry arrive et parle d'amour. C'était important qu'elle soit là aussi pour prendre un petit peu de distance avec les questions de santé mentale, les questions d'écologie, qui en tout cas nous inquiètent un petit peu au quotidien. On y pense souvent et on se dit bon, super, on va voir comment ça évolue. Mais quelque part, oui, ce sont ces entre guillemets ces soucis réels qui se traduisent, qui sont traduits dans vos chansons et dans l'ambiance de vos chansons quelque part. C'est vraiment ça, c'est un peu d'inquiétude, et puis on essaye d'en faire des choses qui nous font du bien et qui peut-être pourront faire du bien à d'autres personnes.
Pouvez-vous partager un petit secret de fabrication ou anecdote, que ce soit dans l'arrangement, de l'enregistrement d'un des morceaux, un son particulier à repérer, un petit motif de guitare, quelque chose dans les chœurs, sur le morceau de votre choix? Ou, moi j'ai quand même un petit préféré, c'est Gaïa. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à repérer dans l'arrangement de Gaïa. Alors, c'est pas forcément quelque chose à repérer auquel on a pensé. On s'est juste dit que c'est rigolo de partager une anecdote qui a engendré la création de cette chanson. En fait, fin 2023, je suis partie en vacances toute seule, du coup, pour les vacances de Noël dans ma famille. Et Paul m'avait dit avant, il m'avait lancé un défi, il m'avait dit, bon, quand on se retrouve dans une semaine et demie, 2 semaines, là, il faut qu'on ait une chanson. Chacun. Je sais pas, ça m'a rendu folle ce truc-là. Et puis j'ai composé Gaïa comme ça en 1 semaine. C'est parti d'un défi. Ouais, c'est vraiment parti d'un défi. Et je suis assez contente de cette chanson. Je l'ai pas écrite toute seule. Paul m'a beaucoup aidé pour l'écriture. Mais la composition... bon, tu m'as beaucoup aidé pour la composition aussi d'ailleurs. Mais ouais, c'est vraiment parti d'un défi, et puis voilà. Oui, c'était un défi. Elle a fait 90% de la production instrumentale. Elle est arrivée sans ligne mélodique de voix, avec juste une phrase, je crois. Ah oui, un petit bout de couplet et de refrain. Et après, on a fini d'écrire le texte, et franchement, je suis intervenu sur un peu de batterie à la fin pour changer un tout petit peu la dynamique, mais c'est tout ce qui s'est passé. Par contre, pour des secrets de production, je dirais pas qu'il y en a vraiment, si ce n'est que alors pour Gaïa, pour toi spécifiquement pour Gaïa, il y a, je pense que c'est une chanson sympa pour s'amuser à écouter les différents layering de la chanson, des pads, parce que Lilou a stacké énormément de pads pour donner toute cette ambiance qui enveloppe comme ça, beaucoup de sons qui se miroitent en fait un peu, hein. Et c'est aussi une façon qu'on a de produire la plupart des choses, on stack beaucoup de pads dans les différentes fréquences, les différentes parties du spectre du son, et aussi pour la plupart des chansons, et qu'on est en train d'accentuer encore dans les nouvelles compositions qu'on a en secret, il y a souvent des petits ear candy, des sons derrière qu'il faut chercher. C'est pas forcément ce qu'on met le plus en avant, mais quand on peut réécouter avec un bon système audio, on se rend compte qu'il y a des petits trucs qui sont parsemés un peu partout comme ça. C'est notre façon de produire. On produit un son assez intense, puis des fois on le diminue et on rajoute tout un tas de petits trucs par-dessus. On aime beaucoup travailler la texture en fait. En tout cas, moi je n'écouterai plus Gaïa tout à fait de la même manière, en sachant que c'est parti d'un défi de vacances. Alors même si on sent que vous êtes très autonome musicalement, ainsi que sur tout le côté visuel du projet, qui sont les autres acteurs qui ont contribué à cette EP? L'EP, il n'existe pas sans Florian Marzin, qui est plus connu sous le nom de scène de Pétrole Brut, parce que ça a été notre professeur de production. C'est-à-dire c'est lui qui nous a permis de savoir produire. Et quand Lilou est revenu avec la première version de Gaïa, il a écouté et dit c'est génial, et il nous a simplement dit maintenant vous faites 3 ou 4 autres chansons de plus et vous faites un EP. Et nous, on n'avait jamais conçu l'idée de faire un EP. On savait qu'on voulait produire des EP, des albums, des tournées, peu importe, mais on n'avait pas encore commencé à se dire on en fait un. On se disait qu'on était beaucoup trop tôt dans notre apprentissage, on avait encore ce complexe de l'apprenant qui est je ne sais pas encore tout faire, donc je peux pas le faire. Donc on n'a pas du tout conçu de se lancer dans la production d'un EP, et en fait on l'a fait ça nous a pris quoi? Ça nous a pris 7-8 mois. Après, de janvier à août. En août, on avait fini parce qu'on avait une deadline, on avait un concert et il fallait que la chanson sorte. On a écrit le texte d'une chanson en 2 jours parce qu'il nous fallait c'est Limbo. Hein. Je me rappelle qu'on a littéralement fini d'écrire le texte de Limbo la veille du concert. Voilà, j'étais absolument terrifiée à l'idée d'oublier les mots. Et ça s'est bien passé quand même. Information que tu as partagée avec le public ce soir-là, ou que tu as gardée pour toi? Je crois qu'on l'avait dit, qu'on l'avait fini la veille, et on était en mode on va voir ce que ça donne du coup. On l'a fini, on l'a composé hier, donc voilà. Ensuite on a eu donc Flo qui nous a une sorte d'injonction de produire cette EP un peu comme vas-y, faites-le. Et on s'est mis en mode cocon, on a fait nos chansons, et ensuite il a fallu elles étaient jouables en live, mais elles n'étaient pas diffusables parce qu'elles n'étaient pas mixées, elles n'étaient pas masterisées, il manquait tout un tas de petits trucs à fignoler derrière. Du coup on a cherché un peu avec qui mixer ces chansons. On est tombé sur Pantless, et parce qu'en fait on fréquentait la scène ouverte que Franck anime au Pulp, et on a fait le mix des chansons, on a repris les voix, on a réglé les voix proprement chez eux parce que mon setup dans ma chambre studio il est pas incroyable, et ensuite on a fait masteriser avec Globe Audio
qui est quand même de renommée internationale et qui s'était extrêmement bien passé. Le résultat était incroyable. Pour finir, on avait la création de l'image et du visuel. Oui, c'est vrai que pour nous, c'est très important vraiment d'allier la notion de musique et la notion de l'image. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit énormément depuis des années. En fait, je suis vraiment absolument fascinée par la musique et l'image et le lien qu'il est possible de créer entre un clip super léché et une belle musique. Je trouve que c'est incroyable. Et on avait envie de créer quelque chose de beau dans cet univers qui est quand même assez sombre qu'on a créé nous, en fait, qui est sorti de nous. Et c'est vrai que quand on nous laisse tous les deux, on a tendance à rester dans cet univers très sombre. Moi, par exemple, une de mes références principales dans la musique comme dans l'image, c'est vraiment le travail de Woodkid. Et lui, justement, il a une image très sombre. Et moi, à la base, j'étais en mode « Ah, je veux trop faire un truc comme ça !» Mais il se trouve qu'en fait, on a décidé de travailler avec une asso qui s'appelle Crave et plus spécifiquement un mec qui s'appelle Clément Verdon. Et lui, en fait, il a eu une vision très différente. Il a eu une lecture extérieure du projet. Il a entendu les chansons et il s'est dit « Moi, je veux faire quelque chose d'hyper lumineux ». Et en fait, c'est cette espèce d'alliance entre notre obscurité et sa lumière qui a rendu l'image de ce premier EP aussi spécifique et aussi un peu onirique, en fait, quelque part. Et je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir sa vision à lui pour rajouter un petit peu d'espoir quand même dans notre mélancolie habituelle. Je pense qu'il faut aussi mentionner le travail de Lucie Bédu à la coordination de ce projet. C'est elle qui nous a mis en relation avec Clément. Et il y a aussi le travail de William Riffaut qui a créé des illustrations initiales en fait sur ce que lui a dit Clément. En gros, il lui a dit bon, je veux faire ça. Et du coup, en fait, William a fait des illustrations et ensuite Clément a repris les illustrations et les a animées pour faire des visualizers absolument sublimes. Merci Clément. On salue tout ce beau monde. Le réflexe naturel lorsqu'on découvre un nouveau groupe est d'identifier des liens de parenté avec d'autres artistes. Alors pour ma part, en bon anglais, j'entends pas mal de Portishead, de Massive Attack, un peu de Everything But The Girl. Vous évoquez, je pense, Hans Zimmer, encore Woodkid, vous en avez déjà parlé. Bref, quels sont les mouvements et les artistes qui ont vraiment nourri l'identité de Moon Orion? C'est marrant d'abord parce que dans les références que tu donnes, on a écouté Everything But The Girl. Et alors, moi, le truc qui m'a sauté aux oreilles, c'est que, comme pour beaucoup de références qu'on nous juxtapose, qu'on nous dit, vous ressemblez un peu à ça, il y a ce côté un poil plus... et je vais pas réussir à trouver le style musical parce que je suis très mauvais pour ça, mais Everything But The Girl, c'est plus adaptable pour des remixes en boîte. C'est très, très drôle. Et nous, on n'a pas consciemment l'idée de créer ce genre de son. On a plutôt l'impression, nous, quand on crée un son, qu'on le fait plus orchestral, plus cinéma. Mais quand les gens nous disent « Ah, vous ressemblez à Massive Attack », c'est pareil, c'est de la trip-hop, ça va souvent tout droit, il y a beaucoup d'ambiance, mais ça va tout droit. Et nous, on n'avait pas cette impression de créer des choses qui étaient si... linéaires, si on demandait aux gens d'emprunter un chemin dans ce truc. On a plus l'impression de créer quelque chose avec des vagues qui intervenaient par moment, alors qu'en fait, il faut peut-être qu'on se rende compte qu'on crée quelque chose de plus linéaire, mais ça nous déplaît pas du tout. On est très, très ravis de toutes ces références qu'on nous donne. Jusqu'à la base, nous, on essayait de s'inspirer plus de Woodkid ou Aurora, et on essayait plus de puiser dans bon, pour Woodkid, on en parle beaucoup, mais tout ce qui est ambiances sombres, des ambiances plus percussives, plus métalliques, des choses plus industrielles, plus organiques parfois, qui sont mélangées avec beaucoup de post-processing, de travail derrière. Et on avait envie à la base, mais je pense que c'est quelque chose qui reviendra plus fort dans les sons qu'on est en train de créer maintenant, de mélanger tout cet univers un peu... presque expérimental sans vraiment l'être, plus industriel, avec des sons plus celtiques et tribaux, des sons plus rock, plus qui nous viennent des entrailles, quoi. Plus organique, oui. Aller vers ces morceaux un peu comme Aurora, où elle a des chansons très pop, mais qui mélangent quand on écoute les percussions, quand on écoute le traitement rythmique et tout, des choses plus tribales, plus... je sais que ces sons se reposent beaucoup, notamment au niveau de la technique vocale, sur des chants un peu sami, des chants un peu traditionnels nordiques, et nous on aimerait trouver de l'inspiration dans ce genre de choses, que ce soit nordique, que ce soit asiatique, ça peut être un peu partout. On aime bien les sons qui sont un peu, je crois que les gens appellent ça folklorique, des traditions et tout ça. C'est le grand
thème qui chapeaute la création de Moon Orion. Et accolé à ça, c'est le côté cinéma orchestral, épique. J'adore créer à la place d'un pad avec un synthé, je stack 3 violons pour faire une vraie section de cordes frottées. Je vais rajouter dans les refrains des parties de cuivre qui vont sonner comme ça, et on essaie de mettre cette basse électro et de mettre ces percussions un peu plus soit industrielles métalliques, soit tribal celtique. Tout en y ajoutant toujours un côté sensible qui, je pense, est très important pour nous. Moi, je trouve que c'est vraiment essentiel et très représentatif de ce qu'on fait aussi. Alors, notre triptyque, c'est Woodkid, Aurora, London Grammar. Et puis, toutes les inspirations un peu ambiance comme Massive Attack. Des trucs plus éclatants, je vais dire ça comme M83. Du cinéma Hans Zimmer, que ce soit... Ou alors, c'est Max Richter aussi qu'on a vu. J'aime beaucoup des sons qu'il a fait. Oui, en gros, c'est ça. Hein, c'est ce genre d'artiste, ce genre de mélange-là. Comment vous inscrivez-vous dans le paysage musical bordelais ? Je sais déjà que vous êtes un pur produit bordelais quelque part, puisque vous vous êtes rencontrés au Siam. Comment est-ce que cette ville s'inscrit dans votre quotidien et inversement ? Dans notre quotidien, on essaie d'aller le plus souvent possible les mardis soirs au Pulp en scène ouverte. On a un peu délaissé les autres parce qu'on a commencé au Starfish, au Red Lion. En fait, il y avait beaucoup de scènes ouvertes qui se sont un peu réduites ces temps-ci. À un moment donné, il y avait 14 scènes ouvertes dans Bordeaux et on en fréquentait pas mal. Donc, celle du Market aussi, au Chartron, qu'il faudrait qu'elle ne disparaisse pas. Et ça, c'est notre proximité avec la scène de Bordeaux. Outre ça, on n'arrive pas à vendre le projet dans les bars et les campings parce que ça correspond pas du tout à ce qui est demandé. On le comprend, il n'y a pas de souci. On n'a pas du tout une musique festive, on n'a pas du tout une musique de salle de fête, quoi. Donc, mais du coup, on a ce disconnect un peu avec ce qui est demandé à Bordeaux, Lilou et moi, on qualifie d'une ville plus rock que nous, enfin je sais pas quel style on a, espèce d'alternative pop progressive, quelque chose comme ça, et du coup on a un peu ce sentiment de sans présomption, sans prétention de singularité qu'on avait un peu ressenti aussi dans la formation qu'on a faite au Siam à Bordeaux, parce qu'on avait cette volonté de faire un son déjà en exécution, on est 2 sur scène, donc on ne pourra pas jouer tous les instruments, donc on est obligé de faire appel à des backing tracks et de faire un setup un peu hybride. On mixe pas vraiment parce qu'on n'a pas de qualité de mix live, de DJ et tout, mais on est dépendant du backing track. On peut faire des morceaux acoustiques, de toute façon c'est ce qu'on fait la plupart du temps en scène ouverte, en piano, guitare, voix, et on peut l'inclure dans nos sets, on s'est déjà amusé à le faire, mais fondamentalement l'essence du projet elle est plus hybride, et dans une ville comme Bordeaux et dans une formation comme le Siam qui au moment où on l'a fait était encore très axée sur reprise rock, reprise soul, funk, jazz, on détonnait un peu sans que ce soit péjoratif ou mélioratif, c'était juste on était un petit peu à part, on est notre petite bulle, et c'est ça aussi qui a façonné notre vision de il va falloir qu'on s'exporte en fait. Ouais. Parce que votre terrain de jeu finalement c'est plutôt mondial, on va dire. sans prétention aucune. Oui, enfin, nous je pense que c'est ce qu'on aimerait le plus. Une des choses qui me fait le plus rêver en tout cas, c'est quand je vois les artistes que j'aime le plus qui racontent leur on a fait la branche de la tournée en Amérique du Sud. La branche de la tournée en Amérique du Sud, et j'imagine qu'est-ce que ça donnerait au Moon Orion si on était en train de jouer au Brésil ou au Pérou, ou alors un de mes artistes préférés a fait 4 ou 5 dates au Japon, et je sais en plus que ce sont des publics qui aimeraient le style qu'on a, c'est juste que qu'on arrive à s'exporter. Petit clin d'œil personnel, Lilou. Est-il vrai que ton apprentissage musical a commencé par de violoncelle ? C'est vrai, c'est réel. Je sais même plus du tout quel âge j'avais. J'habitais encore en région parisienne, j'habitais à Montreuil avec mes parents du coup. Et en fait, ma maman a fait du violoncelle. Et puis, elle a fini par arrêter, je crois, quand elle était enceinte de moi. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, il faudra que je lui redemande. Et en fait, ils m'ont proposé d'apprendre un instrument parce que mon papa est musicien aussi, musicien professionnel, c'est vraiment son métier. Là où ma mère, pour le coup, c'était plus un hobby. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours baigné, on a toujours écouté beaucoup de musique assez variée chez mes parents. Et puis du coup, ils m'ont proposé d'apprendre un instrument et je voulais faire plaisir à ma maman. Du coup, j'ai choisi le violoncelle. Il se trouve que je pense que j'étais probablement pas du tout assez mature à l'époque, puisque c'était comme tous les enfants, je râlais un peu dès qu'il fallait que je fasse mes exercices de violoncelle. Et à un moment donné, quand j'avais 9 ans, on a déménagé dans le sud-ouest de la France, à côté de Périgueux. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le violoncelle. En fait, j'ai, entre guillemets,
profité du déménagement pour arrêter le violoncelle. Et ensuite, j'ai retrouvé une de mes amies avec qui j'étais très très proche en région parisienne, qui elle aussi a déménagé vraiment dans le sud, à Nice. Et elle s'était mise au piano entre-temps. Et là, je me suis dit, je vais être meilleure qu'elle. Voilà, Aurélia, c'est toi qui a déclenché ma passion pour le piano et probablement ce qui a fait que maintenant j'arrive à composer de la musique. Ça vient de ça. Merci Aurélia. Merci Aurélia. Pour le petit clin d'œil perso également, paraît-il, si les choses s'étaient passées différemment, tu aurais pu devenir traducteur. J'étais en cours de formation de traduction, oui. Mais alors, en y réfléchissant, je pense que j'aurais lâché l'affaire au bout d'un moment. C'est un travail exigeant. Très exigeant, la traduction. Il y a beaucoup d'enjeux, surtout quand on commence à taper dans des sphères plus importantes, qui finalement étaient les sphères que si j'avais pas atteintes, je n'aurais pas continué la traduction, parce que la traduction est très très mal payée, notamment alors moi j'étais sur mes dernières années de formation de traduction, j'étais spécialisé en anglais-français, site web et logiciel, et la traduction de l'anglais vers le de l'anglais vers le français, c'est la moins bien payée parce qu'elle est très populaire et on est payé au mot, à quelques centimes par mot, et c'est au lance-pierre, et donc la traduction littéraire c'est encore pire, et j'aurais uniquement continué si j'avais pu atteindre tout ce qui est traduction, pas interprétariat, mais traduction ONU, hautes instances, parce qu'il y a un confort de vie en fait, on peut en vivre tout simplement, et c'est très très intéressant. Moi j'adore le travail de linguistique, l'étude de la langue, j'adore ça, mais si ça avait été pour être, sans être dédaigneux, mais si j'avais été juste un traducteur standard, je pense que c'est plus simple de vivre de la musique sans revenu que d'être très confortable en traduction, parce que c'est vraiment très 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 mal payé. En plus, avec l'IA, n'en parlons même pas. Ah oui. Parmi les temps forts de ces dernières semaines, il y a eu une très belle session live enregistrée pour France 3 Noah, qui était diffusée en direct, mais aujourd'hui est encore disponible sur YouTube. Pouvez-vous revenir sur cette expérience et que dire de cette reprise très sympa du titre Churchyard d'Aurora dont vous parliez tout à l'heure? Churchyard, c'est notre bébé de cover. C'est celui qu'on fait tous les mardis au Pulp. Alors, on a l'impression de bassiner les gens avec ça, mais en fait, à chaque fois qu'on arrête de la faire, les gens nous demandent de la jouer. Donc, tant pis, on l'a fait, on l'adore. Il y a ce début a cappella qu'on adore faire avec Lilou, et on ne peut pas s'arrêter de la jouer. Voilà, c'est un peu notre fléau et en même temps notre bonheur absolu. D'ailleurs, c'est flatteur, mais il y a plusieurs personnes qui nous demandent si c'est une composition à nous, à chaque fois. Et à chaque fois, on leur répond « Ah ben, on aimerait bien », mais malheureusement, non. Oui, je pense que il faut voir Lilou la chanter sur scène. En fait, elle adore cette chanson, elle adore Aurora. Je pense qu'elle aimerait être beaucoup amie avec Aurora, et du coup, quand on joue du Aurora, voilà, elle vit pleinement sa chanson. Du coup, ça semblait naturel qu'on la choisisse pour compléter le set dans Noah Pop, l'émission de France 3 Noah, et c'était une journée excellente, vraiment excellente. C'était notre première expérience plateau télé en singulier, parce qu'on avait déjà accompagné des amis sur un plateau télé en Alsace, mais on était vraiment dans le fond de la scène, et là c'était vraiment nous qui étions mis en avant, et on n'a pas du tout senti de pression en se disant il y a des caméras sur nous. C'était très très confort, l'équipe était extraordinairement sympa, très gentil, très à l'écoute, très emballé par le projet, donc c'était d'autant plus motivant et nourrissant. Donc c'était vraiment une des meilleures journées qu'on ait pu passer en termes de production et de proposition artistique. Pour se tourner vers l'avenir, avant de se voir, vous m'avez parlé de la collaboration plus étroite à venir avec le label Pantless Records qui vous a accompagné sur l'enregistrement et le mixage d'Ignition. Comment définir cette collaboration plus poussée? Je pense que ça passe notamment par une plus grande mise en avant de vous en tant que personnage quelque part. Oui, plus étroite collaboration et mise en avant de nous sont les mêmes points, parce que on a prévu pour le prochain single, je pense qu'on sait déjà lequel on veut sortir, qu'on veut finir de produire et sortir, et on veut un clip dessus, et cette fois-ci on veut un clip avec nous dedans, parce que on a pris le parti de faire des visualizers animés très très beaux, et cette fois on a envie d'essayer de se mettre en avant. Peut-être qu'on se cachait un peu, et cette fois il est temps de montrer nos têtes en fait, que ce soit en photo ou en vidéo, et on va les
faire ces vidéos avec Pantless. On nous dit assez régulièrement que tous les deux, on a des tronches et que bon, c'est vrai que c'est dommage de ne pas s'en servir. Donc on va tenter ça. Ça va être un peu nouveau pour nous. Peut-être pas forcément super facile au début, mais je pense que c'est nécessaire et on a hâte. Ça va être chouette. Oui, c'est aussi une réflexion qu'on se fait. Le fait de s'exposer, ça, on a un peu délaissé ce côté parce qu'on était très timide et tout, mais il y a quand même un besoin d'intimité dans la musique. Et je pense qu'elle passe quand même aussi, on reste tous des êtres humains, donc la première connexion qu'on fait, elle est à travers les yeux ou le visage, le fait de reconnaître, on sait que l'être humain il reconnaît les schémas et les patterns, et que le visage ça reste la première chose qu'il essaie de détecter dans ce qu'il voit. Du coup on a quand même envie de montrer nos visages. Je sais que Lilou en plus adore le maquillage graphique, on aime beaucoup aussi s'habiller de façon spécifique, donc ce sera potentiellement un moyen pour nous d'exposer un peu plus un dernier petit pan pour l'instant, avant d'en rajouter d'autres artistiques, visuels sur nous, et ça passera par la création d'un clip pour le prochain single pour la fin d'année je pense, et avec Pantless on voudrait faire 1 ou 2 live sessions de cover de chansons que on a à cœur de faire et qui permettront de étendre un petit peu plus la portée, l'envergure artistique de ce que on aimerait proposer avec Moon Orient, tout en restant très fidèle, parce que ce sont des covers qu'on réadaptera à notre sauce, et on va en profiter pour faire de l'image avec nous, quoi que ce soit, qu'on soit plus en arrière-plan, qu'on soit en devant. Également 2026, des projets de live, de festival? Oui, s'il vous plaît. c'est ça, c'est plutôt un appel qu'une annonce. Oui, alors un appel qu'une annonce, parce qu'on n'a pas encore foncièrement pris le temps de démarcher et de se proposer. On a bon espoir qu'on pourra être intéressant aux yeux de certains festivals. C'est ce qu'on aimerait vraiment faire. Comme on disait plus tôt, bar, camping, c'est... Ou alors si on y joue par chance parce qu'on nous dit on pouvait pas, des amis avaient une date prévue dans un bar, ils peuvent pas y jouer, ils nous recommandent, et le propriétaire dit ok, pas de souci, donc Moon Orient peut jouer à leur place. On joue, et là généralement ce qui se passe c'est que ça se passe très bien. Ils nous disent c'était vraiment très bien, on peut se contacter. Mais si c'est nous qui démarchons avant et qu'ils écoutent nos extraits, ils sont en mode non, c'est pas assez festif, c'est pas assez. Donc on a un peu ce paradoxe où en fait tant qu'on n'a pas montré ce qu'on peut faire, on n'est pas pris. Du coup, il nous reste les SMAC, les salles qui veulent faire des artistes émergents, des artistes locaux, des artistes originaux, ou les tremplins, ou les festivals. Et on est en train de peaufiner le matériel. Donc ce que j'appelle le matériel, c'est l'ensemble de la quantité de musique qu'on peut produire sur scène pour matcher justement les requêtes et les requis pour jouer sur ce genre de scène, à savoir un temps minimum de set, une vraie structure de set et un vrai live show qu'on aimerait proposer potentiellement 2026-2027, plus sans doute, plus possiblement 2027 pour des festivals qu'on aimerait vraiment. On a vraiment beaucoup joué en festival, vraiment que les gens nous voient, nous écoutent. Un EP en devenir? Oui. On est déjà en train de continuer à produire des nouvelles chansons, et on espère pouvoir faire ça le plus vite possible sans faire de rush non plus. C'est pas l'objectif, mais on a très envie d'avancer et d'avoir plus de musique originale à proposer aux gens, et on a vraiment hâte de ça. On a une chanson qui est bien avancée. On a trop hâte. Mais vous en saurez plus tard. Mais on aimerait bien pouvoir travailler sur d'autres EP et pouvoir continuer à construire l'univers qu'on a déjà commencé à mettre en place. Mais là, on aimerait bien peut-être essayer de trouver un fil conducteur, parce que là, les chansons de l'EP, elles fonctionnent très bien ensemble. Mais quelque part, c'est un peu du hasard. Donc on s'est dit, on va essayer de réfléchir à quelque chose de plus connecté, de plus lié. Ça, c'est du teaser. Personnellement, ou nous deux, je pense qu'on se fixe la date maximum de 2027. Genre, il sortira forcément en 2027, je pense. Effectivement, un nouveau fil conducteur. Je pense que c'est aussi quelque chose qui va définir beaucoup la façon dont on va concevoir nos live shows. Moi, je rêve d'avoir un live show en 3 actes avec une scénographie spécifique, tout ça, parce que Lilou fait créer sur Blender des projections qu'on diffuse en live. Voilà. Et voilà. Trois questions que je pose à tous les invités du podcast. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment?
En fait, Lilou, elle peut pas répondre parce que ces 3-4 derniers mois, c'est entre guillemets moi qui impose la musique. En fait, quand on passe du temps libre, Lilou et moi, on est souvent en train de jouer sur notre ordinateur. Le jeu vidéo est un gros moyen de susciter mais aussi de susciter de l'inspiration, décompression, mais susciter de l'inspiration. Et du coup, comme j'ai des petites enceintes, je mets la musique et elle, souvent, elle écoute ce que je mets. Et il se trouve, alors moi, j'adore mettre un artiste que j'aime et laisser YouTube proposer des choses similaires. Et j'ai réussi à plus ou moins parfaire mon algorithme parce que pour mes goûts à moi, il me propose des choses qui sont tout à fait nouvelles pour moi, parce qu'il avait tendance à répéter des choses que j'avais déjà entendues. Et en ce moment, il m'a fait découvrir une artiste anglaise qui s'appelle Rachel Chinouriri, pop alternative, extrêmement bien faite, une superbe voix. Elle dit qu'elle a été inspirée par Dota, la chanteuse avec ce qu'elle appelle des whisper singers, et elle mélange ses côtés très pop alternative, même pop rock, parfois des fois un peu Avril Lavigne. Elle le fait extrêmement bien avec des fois des sons clairement radio pop et des sons très indépendants, indie pop alternative, et ça c'est quand on joue ensemble. Et depuis quelques jours, Erin LeCount, que j'ai découvert aussi, qui fait un mélange de pop électro-pop alternative très, très intéressant. Un album incontournable auquel vous reviendrez toujours? Moi, ce serait l'album S16 de Woodkid. D'ailleurs, j'ai un tatouage d'une chanson de cet album derrière la cheville, là. Cette chanson s'appelle Minus 61 et c'est la chanson qui m'a, en l'écoutant, j'ai pleuré très très fort, et en fait je me suis dit mais c'est ça que je veux faire de ma vie, puisque mon père m'avait toujours dit Lilou, ça serait bien quand même que tu trouves un métier stable. Genre, la musique c'est bien, mais essaye de trouver un truc plus stable. Du coup, à la base, j'ai étudié en graphisme. Mais quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, en fait, je m'en voudrais toute ma vie si j'essaye pas. Donc, je vais essayer de faire de la musique. Je vais essayer d'en faire mon métier. Et voilà, c'est vraiment cette chanson-là qui m'a un peu changé la vie. Et l'album plus large qui m'a vraiment fait changer de perspective sur beaucoup de choses. Et voilà, moi c'est vraiment une référence immense pour moi. J'adore cet album et j'y reviendrai toujours. Moi, étrangement, j'ai pas d'album. Enfin, je dirais pas que j'ai d'album. Enfin, si je donne un album, j'ai envie d'en donner 5 ou 6 autres, je pense. Ou plutôt, je parle plutôt par artiste. Avant, j'écoutais les albums parce que je suis d'une génération où le streaming n'existait pas, YouTube n'existait pas. On allait à la médiathèque de Saint-Médard et on prenait un album et on l'écoutait. C'est vraiment, j'ai jamais enregistré les chansons des albums que j'écoutais en les associant à cet album. C'était pour moi l'artiste. Moi j'ai commencé par le rock et le métal par Metallica, mais le métal, et du coup c'était les chansons Red Hot Chili Peppers et Metallica, c'est vraiment ce que j'ai écouté pour me former à la guitare. Et même si je connaissais les albums comme moi j'ai commencé par By the Way avec les Red Hot, j'ai jamais vraiment associé l'album et l'artiste. J'ai plutôt dit l'ensemble des chansons c'est l'artiste, mais il y a une chanson qui est loin du style qu'on fait actuellement, qui est des Goo Goo Dolls, qui est la chanson, quand je l'ai écoutée, j'en ai jamais décroché. Ça fait 21 ans maintenant, 22. C'est Here Is Gone, qui était sur une compilation de Europe 2 Radio, un max de bruit en 2004-2003, au milieu de plein de chansons que personne ne connaît maintenant. Et je trouve que c'est une chanson, moi je la qualifie personnellement d'une chanson parfaite pour le style qu'elle veut faire. J'adore la voix du chanteur, j'ai toujours aimé les Goo Goo Dolls, j'ai toujours aimé ce qu'il proposait. Et pour moi, c'est la chanson à laquelle je reviendrai indéfiniment. Elle sera toujours accompagnée de tout un tas d'autres artistes qui n'ont rien à voir, mais c'est celle qui m'a sans doute le plus marqué. Je devais avoir 15 ans, j'adorais cette chanson. Quel est le meilleur concert live auquel vous avez assisté? De préférence à Bordeaux, mais tout lieu est éligible. Je suis désolée, c'était pas à Bordeaux. C'était à Paris, au Bataclan. Et c'était un concert d'un groupe canadien qui s'appelle Half Moon Run. C'était exceptionnel. C'est un groupe que je suis depuis un petit moment. Je les ai découverts avec une chanson qui s'appelle The Debt. C'est une chanson incroyable. Et je me demande si c'est pas ma chanson préférée de tous les temps. J'ai beaucoup parlé de Woodkid, mais il y a cette chanson-là aussi qui est vraiment très 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 forte pour moi. Le concert était exceptionnel. Ils l'ont pas joué parce qu'elle fait pas partie de leur plus connue, malheureusement. Je me demande pourquoi les gens n'écoutent pas plus cette chanson, mais bon. Toute leur discographie est vraiment super, et
sur scène, ils sont trop forts. Ils sont 3, on dirait qu'ils sont 15. Enfin, c'est hallucinant. Et c'était vraiment... c'était un moment hyper fort. Et en plus, je me souviens qu'on avait galéré pour y aller. On avait dû prendre un bus qui devait partir à 4h du matin. Le truc a eu 3 heures de retard. Enfin bref, on s'est demandé si on allait y arriver. On a réussi. Et c'était vraiment incroyable. Vraiment incroyable. J'ai pas d'autres mots. En tant que bon Moon-Orionite, moi c'est Hans Zimmer à Bordeaux, Arkea Arena, tous les méga titres de Hans Zimmer avec les artistes originaux. Ça fait d'autant plus incroyable d'avoir la chanson du Roi Lion que j'ai vue en 97 et que là il y a l'artiste original qui vient chanter la chanson. En Honorable Mention, on a Placebo que j'ai vu en 2000, il y a longtemps, à la patinoire, et Toto aussi qui sont passés à Bordeaux il y a fort longtemps maintenant. Sympa. Merci Lilou, merci Paul. Merci à toi. Et puis bonne Merci route. beaucoup. Bonne route à Moon Orion. Moon Orion, oui. Speak soon. Un grand merci à Lilo et Paul de Moon Orion, dont l'univers, ou plutôt la constellation musicale, est à découvrir sur toutes les plateformes ainsi que sur leur page Bandcamp. L'EP Ignition est donc désormais au complet, avec ses 4 singles dont mon petit préféré, Gaia, et le tout est à consommer sans modération. Mais nous avons bien compris que d'autres surprises sont à venir, donc affaire à suivre. Dans l'immédiat, ne manquez pas également de visionner la session Noah Pop à retrouver sur YouTube, avec entre autres leur interprétation mémorable du titre Churchyards d'Aurora. Quant au podcast Invisible Border Music, dont l'univers complet est à découvrir à l'adresse invisiblebordermusic.blogspot.com, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes ou pour revenir sur les précédents. Sachez également qu'il existe une playlist Spotify qui compile les artistes ayant participé au podcast, dont désormais Moon Orion. Enfin, Invisible Border, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde. Vous y trouverez des centaines de dossiers à parcourir en cherchant Invisible Border ou le Bordeaux invisible. Bonne découverte et bye for now!